Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance publique. On va juste attendre quelques instants, le temps que tous les membres du conseil se connectent, soient avec nous pour la rencontre. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 2 novembre 2020, toujours en mode webinaire, donc en direct via webinaire, puis aussi la séance est enregistrée et sera disponible sur le site web de la ville dès demain, donc pour que vous puissiez la revoir dans les prochains jours, prochains mois. Je vais y aller avec la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. Ça va comme suit. On a un point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Point 2, l'approbation du procès-verbal 2.1 de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. 2.2, la séance extraordinaire du 22 octobre 2020. En 3, les dossiers de la mairie, on a les correspondances. 3.1, aide financière COVID-19, une correspondance de ministère des Transports du Québec et de Desjardins. En 3.2, on a l'Office municipal d'habitation Carleton-Saint-Omer, nomination de 2 administrateurs. Ensuite, 1.4, pardon, j'ai perdu mon logiciel, mon accès à mon logiciel. Donc, 4, on a les dossiers de la direction générale. 4.1, désignation du responsable des services électroniques pour l'inscription à Clic Sécure. 4.2, participation au transport adapté. 5, dossier de la trésorerie. 5.1, compte à payer au 31 octobre 2020. 5.2, état des activités d'investissement au 30 septembre 2020. 5.3, dépôt de l'état financier comparatif au 30 septembre 2020. 5.4, dépôt de l'état financier comparatif pro forma au 31 décembre 2020. 5.5, avis de motion pour le règlement décrétant les prévisions budgétaires 2021, le taux de taxe et le programme triennal en immobilisation. En point 6, le dossier du greffe, il n'y en a pas ce soir. 7, dossier de l'urbanisme. On a 7.1, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 29 octobre 2020. 7.2, demande de dérogation mineure au 24 rue des Bouleaux, c'est le lot 4 542 199, consultation et décision. 7.3, autorisation de surfaçage au club Mont-Carleton pour les rues de la Montagne, du Précaré et Como, c'est l'accès au Mont-Saint-Joseph. 8, dossier du développement économique et du tourisme, on n'en avait pas ce soir. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. En 9.1, renouvellement de l'entente sur le développement culturel 2021-2023. En 9.2, appui au projet événement hivernal février festif 2021. 9.3, appui financier à la Corporation de gestion et mise en valeur du Mont-Saint-Joseph pour le développement du parc régional du Mont-Saint-Joseph et la gestion des sentiers du Golfe. 10, dossier des travaux publics. En 10.1, rapport annuel eau potable 2019, installation de compteurs d'eau. 10.2, achat d'équipements mécaniques pour la pose et le balancement de pneus. 11, dossier de la sécurité publique qu'on n'a pas ce soir. 12, prochaine séance du conseil. 13, autres sujets. S'il n'y a pas d'autres sujets, membres du conseil, ça compléterait pour ce soir. On pourrait passer ensuite à 14, autour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 2, approbation du procès-verbal. On a 2 procès-verbaux à adopter ce soir. Le premier, c'est celui de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. L'ensemble des membres du conseil l'ont reçu, ils l'ont regardé. C'est conforme à nos discussions et décisions. J'aurais besoin d'une personne pour proposer. Proposé par M. Alain Turcotte, merci. Et le deuxième, c'est une séance extraordinaire qui s'est tenue le 22 octobre 2020. Encore une fois, là, tout le monde l'a reçu et lu. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'une proposeur. Proposé par M. Steven Parent. Merci. 3, dossiers de la mairie. Dans les correspondances, donc des lettres qu'on a reçues, il y en a 3 ce mois-ci qui s'adressaient aux membres du conseil. La première, c'est une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant une aide financière là, spécifiquement pour venir pallier à la diminution des dépenses ou l'augmentation des revenus ou un peu des deux là, qui sont reliés à la COVID-19. Donc, ça a été publicisé là, abondamment à l'échelle nationale.
il y a 800 millions qui a été octroyé par le ministère des Affaires municipales pour soutenir les municipalités qui ont donc qui vivent des impacts de cette COVID-là. Dans notre cas, en fonction des critères du ministère, le montant qui est alloué à la ville, c'est de 217 799. Donc, je le disais, ce montant-là vient pallier à certaines dépenses qui sont reliées à la COVID et c'est valable pour l'année actuelle, 2020 et 2021. Donc, il faut aussi avoir en tête qu'on risque d'avoir aussi un impact, de sentir encore les impacts de la COVID l'année prochaine. Et tout à l'heure, dans les prochaines minutes, on va vous présenter un aperçu de nos prévisions financières au 30 décembre 2019. J'aurai l'occasion de revenir là, sur cette aide-là, mais spécifiquement aussi au cours des prochaines semaines, on va travailler à bien évaluer l'impact de la COVID et j'aurai à vous faire un peu un rapport d'utilisation ou de ce qu'on prévoit faire avec ces sommes-là pour l'année en cours et pour l'année prochaine. Donc, assurément, on aura l'occasion d'en discuter et de vous présenter tout ça à partir de ce soir puis au cours des prochaines semaines. On a reçu aussi une confirmation du ministère des Transports pour une aide financière à un montant de 42 731. Et finalement aussi, une autre aide financière qui vient du mouvement Desjardins, la Caisse populaire Desjardins. Il y a une demande qui avait été déposée dans le projet de réfection de l'Arena, projet majeur. Puis au printemps dernier, on avait demandé une contribution des Jardins, qui ont accepté. Donc, on a eu la confirmation pour un montant de 100 000 pour nous aider dans le projet de l'Arena. Évidemment, ce montant-là est conditionnel à la réalisation du projet. Donc, il faut s'assurer d'aller chercher le financement du gouvernement du Québec, du ministère des Loisirs, pour pouvoir réaliser notre projet de réfection majeure de l'Arena. Donc, ce sont de trois belles nouvelles, en fait, au niveau financier qu'on a reçues dans les dernières semaines, au cours du dernier mois. Quand on vous communique ce soir, il n'y a pas de résolution proprement parler pour ça, c'est simplement un dépôt de documents puis un point d'information pour les personnes qui sont présentes ou qui écouteront cette séance. 3.2, on a l'Office municipal d'habitation Carleton-Saint-Omer, c'est le nom qui est donné à l'organisation. Nomination de 2 membres au conseil d'administration. On a 2 conseillers, conseillères qui représentent la ville sur le conseil d'administration de l'OMH. Et c'est des mandats qui sont renouvelables aux 2 ans. Donc, c'est maintenant l'heure de nommer les 2 membres qui vont nous représenter sur ce conseil d'administration. Depuis le début de notre mandat comme conseil, c'est Jean-Simon Landry et Denise Leblanc qui le font avec brio. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition, d'un proposeur ou d'une proposeur pour que nos valeureux représentants puissent poursuivre leur mandat sur ce conseil d'administration. Proposé avec conviction par M. Steven Parent. Merci beaucoup. En 4, dossier de la direction générale, 4.1, désignation du responsable des services électroniques pour l'inscription à Clic Secure. Donc, pour pouvoir faire différentes transactions, avoir accès à nos dossiers financiers au gouvernement du Québec avec Clic Secure. Il y a déjà des résolutions qui ont été adoptées par le conseil municipal en lien avec ce point-là. Mais cependant, là, le ministère du Revenu a demandé des précisions là. Donc, l'objectif, en fait, avec cette résolution-là, c'est de permettre à M. Audette, notre directeur général et greffier, à procéder pour et au nom de la Ville à différentes transactions. Et donc, la résolution, ce qu'on autorise, c'est que M. Audette soit autorisé à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, soit autorisé à gérer l'inscription de l'entreprise à Clic Secure Entreprise, soit autorisé à gérer l'inscription de l'entreprise à Mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin et qui soit autorisé à gérer l'inscription à mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile à nécessaire à cette fin, comme je mentionnais. Autorisé à remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, et qui soit autorisé à consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application et l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne.
J'espère, M. Audette, qu'avec cette nouvelle résolution pour Clic Secure, vous allez avoir les coups des franges pour pouvoir procéder aux transactions nécessaires. Mais je pense que c'est assez complet comme éventail d'autorisation. Donc, si vous me permettez, membre du conseil, j'aurai besoin d'un proposeur pour permettre à notre directeur général et greffier de procéder. J'espère aussi que ça suffira, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Jean-Simon Landry. 4.2, participation au transport adapté. C'est un point qui revient à chaque année pour les deux MRC, Avignon et Bonaventure. C'est la MRC de Bonaventure qui est mandataire, donc qui représente l'ensemble des municipalités du territoire des deux MRC auprès du ministère des Transports du Québec pour le transport adapté. On sait qu'en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, c'est la régie de transport, la régie intermunicipale, la régime qui se charge du transport adapté. Nous, la ville, on paye 25 de la facture, puis à chaque année, à l'automne, en prévision des budgets, on a une confirmation des montants à payer pour l'année prochaine de transport adapté. Donc, encore une fois, ça représente 25 de la facture totale du transport pour nos citoyens les citoyens de notre territoire. Pour 2021, ça sera un montant de 8 632 $. Donc, c'est sensiblement là, dans les mêmes montants que l'année dernière. Là, ça varie tout le temps quelque peu, mais c'est une légère variation. J'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par M. David Landry. Merci beaucoup. En 5, dossier de la trésorerie, on a 5.1, les comptes à payer au 31 octobre 2020. Il y en avait pour un total de 796 396. De ce 800 000-là, si j'arrondis, il y a 573 000 qui sont des comptes à payer, donc des factures qu'on a reçues. Suite à l'acceptation de ces factures-là, on va pouvoir procéder à l'émission des chèques ou au virement automatique, ce qu'on fait de plus en plus, parce que de plus en plus de fournisseurs y adhèrent. Et il y a 222 881 qui a déjà été payé en cours de mois. C'est des frais récurrents comme, entre autres, les assurances, l'électricité, les salaires qui sont déjà payés à l'avance. Donc, de ce que j'ai noté là, des points là, particuliers là, qui ressortaient durant le dernier mois, il y avait un montant de 6 498 pour AM et S Wafer, atelier d'usinage qui a fait un habillage en acier inoxydable pour le piano public qui va aller au Parc des Horizons. Donc, on souhaitait l'implanter cet été, mais il y a eu certains retards dus évidemment à la situation qu'on connaît. Mais tout va être fin prêt pour inaugurer le piano et les autres projets issus du budget participatif là, dès le printemps prochain. On a Asphalt LD qui a fait des travaux au club de golf. C'est une résolution qu'on a passée à la dernière rencontre publique du Conseil pour 15 820. Il y a une partie de ce montant-là qui va être payé à même les bénéfices qu'on a engendrés suite au tournoi Réal Caillouette. Donc, il y a certaines portions du terrain de golf qui ont été asphaltées, là, entre autres les portions plus difficiles en pente, là, où il y avait souvent de l'érosion lorsqu'il y avait de la pluie, donc pour venir en expérience encore plus agréable. Et finalement, dans les factures là, plus importantes qu'on avait dans le dernier mois, 217 997, la facture de la Sûreté du Québec. C'était le deuxième versement. Il y a toujours 2 versements par année à la Sûreté du Québec. Donc, ça complétait pour 2020 à la Sûreté du Québec. Voilà. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurai besoin d'une proposition pour adopter les comptes à payer. Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. 5.2, état des activités d'investissement au 30 septembre 2020. En septembre 2020, on a eu pour 49 853 de dépenses d'investissement, donc dans des immobilisations sur le territoire de la ville. Au niveau de l'administration générale, on a de l'équipement informatique pour 380, un logiciel Voilà, 1653. Voilà, ça va nous permettre dès l'an prochain, le prochain compte de taxes pour les citoyens qui veulent et qui s'inscrivent vont pouvoir recevoir leur compte de taxes en ligne et consulter via une plateforme en ligne pour réduire la quantité de papier qu'on achemine chaque année. Et aussi, ça va permettre pour plusieurs d'avoir accès directement en ligne à leur compte de taxes en direct pour mieux connaître un peu leur versement puis où ils en sont rendus dans le paiement des comptes de taxes. Donc, avoir un service amélioré. On a aussi au niveau de la sécurité publique, des coupeuses et des boyaux là, qui étaient pour les services incendie, 5 067 $. Réservoir d'huile usée qu'on a acheté pour la disposition de l'huile usée, 4 102.
Et maintenant, dans la rénovation urbaine, on a 15 065 et 70 au parc Germain-des-Lauriers pour installation de modules de jeu. Là, on a complété les améliorations au parc Germain-des-Lauriers avec des modules pour les tout petits, une nouvelle section. Loisirs et culture, on a fait l'achat de toiles pour le terrain de volleyball parce qu'on avait l'heureux problème, en fait, là, les terrains de volleyball ont été refaits complètement avec du sable de qualité volleyball, mais c'est un sable qui est très fin, puis qui, avec le vent, ben, qui se dispersait. Donc, on a fait l'achat de toiles pour sécuriser ça, pour s'assurer que notre sable reste là. 2360, donc pour cet achat-là. En septembre, on a aussi 3 abreuvoirs là, qu'on avait passés par résolution, mais qui ont été achetés au montant de 17 084 pour installer dans nos espaces publics, dans nos parcs notamment, pour c'est des abreuvoirs qui permettent aussi de remplir des gourdes. Ça fait partie de notre stratégie de réduction de l'eau potable, de la consommation d'eau aussi, donc pour encourager aussi de limiter les bouteilles d'eau et le plastique. On va poursuivre aussi, évidemment, dans cette veine-là en ajoutant des stations, des abreuvoirs un peu partout dans la ville. Finalement, au golf, il y avait un petit ajustement là, de moins 35 au niveau de la TVQ, 35 $. Donc, ça totalise le 49 853 que je vous mentionnais des dépenses d'investissement qui ont été faites en septembre dernier. Ça vous convient, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 5.3 maintenant, dépôt de l'état financier comparatif au 30 septembre 2020. 5.3, 5.4, c'est une obligation qu'on a comme municipalité à l'automne de vous présenter dans un premier temps un comparatif donc des finances, des activités de l'état financier de la ville. Si on prend cette année au 30 septembre, où on en est rendu comparativement à l'an dernier. Puis on doit aussi faire une projection pour évaluer à combien on estime arriver, soit avec un surplus ou avec un déficit en fin d'année. Donc, c'est les points 5.3, 5.4. Je vais plus m'attarder sur 5.4. 5.3, donc il y a des variations évidemment entre septembre 2020 et septembre 2019, quand même importantes, mais des fois, il y a des factures qui rentrent plus tôt, plus tard, donc ça peut varier. Parce que l'exercice qui est plus intéressant sur lequel j'ai davantage à prendre de temps, c'est le 5.4 pour l'état financier comparatif pour voir comment on prévoit finir l'année 2020. Donc, je reviens à 5.3, de l'état financier comparatif au 30 septembre 2020. Donc, je vais prendre mon document. Au 30 septembre 2019, on avait un excédent à nos budgets de 1 445 503. En bas du 30 septembre 2020, donc cette année, on est plutôt à 2 492 258. Donc, il y a un écart important qui s'explique, entre autres, avec toute la situation qu'on connaît avec la COVID. On a eu notamment une augmentation de nos revenus de taxes. C'est ce qu'on avait prévu au budget. Quand même, on avait prévu, comme à chaque année, il y a toujours une certaine augmentation due à l'augmentation du taux de taxe. C'est quand même minime, mais c'est surtout aussi l'ajout de nouveaux bâtiments sur le territoire qui permettent d'augmenter nos revenus de taxes. Donc, c'est 144 624 cette année. On a aussi une augmentation au niveau des services dans le poste de services rendus. Entre autres au camping, une augmentation importante des revenus de l'ordre d'environ 200 000 Quai des Arts aussi, il y a eu une variation, là, une diminution parce que la ville perçoit tous les revenus de billetterie. Donc, quand les gens achètent des billets, c'est les revenus qui viennent à la ville, mais ensuite, on fait un transfert, on a une dépense qui va retourner aux organismes qui font la vente des billets. Il y a eu une augmentation là, qu'on prévoit au niveau de la régie de l'énergie. Donc, la régie éolienne. Vente d'actifs aussi, on a une augmentation de 97 000 par rapport à l'année dernière. Donc, on a vendu plus de nos équipements ou de terrains. Entre autres, cette année, on a eu plusieurs ventes de terrains, ce qui a fait augmenter ça. Au niveau des dépenses, on a eu une diminution des dépenses en administration générale, les salaires de façon globale, entre autres, dû à des arrêts de travail de certaines personnes. Donc, ça a permis d'avoir une diminution de nos dépenses. On a aussi, au niveau du développement, là,
On avait en 2020 des dépenses qui étaient en 2019, mais qui ne sont pas revenues en 2020. Je pense entre autres au centre des congrès. Il y avait un versement de 50 000 qui avait été fait en 2020, qui sera refait en fait en octobre, puis l'année dernière qui était fait un peu plus tôt en septembre. 120 000 à la Corporation du Mont-Saint-Joseph, c'est un versement qu'on avait fait en 2019, mais qui ne revient pas cette année. Donc, ça a un impact, là, c'est ce qui permet un peu d'arriver avec cette différence-là, toujours en date du 30 septembre, si je compare 2019 à 2020. Donc, si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter ce premier document-là, puis on va peut-être plus se concentrer sur le deuxième qui, à mon avis, est peut-être plus significatif ou plus parlant pour nos citoyens qui sont à l'écoute. Donc, c'est proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Je passerai donc au point 5.4, dépôt de l'état financier comparatif pro forma au 31 décembre 2019. Voilà. À l'heure actuelle, en prévision il y a un exercice rigoureux qui a été fait par notre responsable, notre trésorière, Mme Forêt, M. Audette aussi comme directeur général, puis l'ensemble de l'équipe, évidemment, pour évaluer, avoir un portrait exact au 30 septembre de l'état de nos finances, un peu ce que je viens de vous présenter, mais aussi pour évaluer qu'est-ce qui s'en vient comme dépenses et comment on prévoit terminer l'année. Donc, en date d'aujourd'hui, on estime un excédent, donc un bénéfice de fonctionnement à des fins fiscales à la fin de l'année de 455 492. Donc, pour arrondir, ça peut jouer, évidemment, ça peut varier dans les prochaines semaines, mais on estime terminer l'année avec un bénéfice de 450 000 à la ville, qui s'explique de différentes façons, là, mais entre autres, je vous ai parlé tout à l'heure de la subvention qu'on a reçue du ministère des Affaires municipales de 217 000 pour venir pallier à nos dépenses au niveau de la COVID. Donc, ça, c'est une subvention qui n'était pas prévue, évidemment, lorsqu'on a fait notre budget l'an dernier, qu'on va utiliser en partie en 2020 pour pallier à des dépenses, une augmentation des dépenses ou une diminution des revenus. Mais aussi, on va en prendre une partie de ce 217 000-là et on va l'affecter dans un surplus affecté, donc dans une réserve pour l'an prochain. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'an prochain nous réserve. Donc, on va avoir quand même ce petit coussin-là qui va être spécifiquement préservé pour des dépensiers à la COVID. Donc, 217 000 là. On a un surplus au camping de l'ordre de 200 000 par rapport à ce qu'on avait budgété. On avait pris soin l'an dernier, puis je vous l'avais expliqué lors de l'adoption du budget, ce qu'on souhaitait. On connaît la situation financière de la ville. On a une dette qui est importante. On n'a pas de surplus qui sont non affectés. On n'a pas de bas de laine ou de coussin à la ville. Et on a un fonds de roulement qui est un outil super important où on peut, c'est un peu comme une marge de crédit où on se prête à nous-mêmes de l'argent qu'on rembourse sans intérêt. Donc, on peut faire de l'achat d'équipement et se prêter de l'argent remboursé sur 5 ou 10 ans à travers cet outil-là. Mais notre fonds de roulement était plafonné. On n'avait plus d'espace. Donc, au budget, on souhaitait être un peu plus conservateur, entre autres, dans notre prévision de revenus au camping pour arriver en fin d'année. Ce qu'on visait, c'est d'avoir un surplus de 150 000 pour venir bonifier un peu notre fonds de roulement et nous aider à avoir une meilleure position financière à la ville. Donc, on évalue en date d'aujourd'hui un surplus de 200 000 par rapport à ce qui était budgété au camping. Et on a d'autres postes aussi, là, d'autres surplus pour environ 38 000, ce qui totalise 455. Les 38 000 supplémentaires, c'est des subventions qu'on a reçues là, de différents programmes, particulièrement du ministère des Transports. Là, on a reçu un 23 000, entre autres, pour nos chemins forestiers, et un autre 40 000. Donc, on a des revenus supplémentaires de subventions du ministère des Transports. Donc, c'est un peu les trois gros postes qui peuvent illustrer ce surplus anticipé de 455 000. Donc, 217 000 subventions COVID, surplus du camping de 200 000, 38 000 de différents revenus de différentes subventions. Et il faut savoir que l'ensemble du budget a bougé quand même. Là, on a des diminutions de nos dépenses ou une augmentation de nos revenus. Là, dans différents postes budgétaires, il y a eu des variations plus légères. Là. Mais au final, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on envisage terminer avec un surplus qui est un peu plus élevé que ce qu'on avait estimé, mais qui va être grandement utile dans le contexte aussi pour nous préparer à l'avenir et pour un peu améliorer ou redresser la situation financière de la ville. Donc, voilà pour les états, les activités de fonctionnement des fins fiscales
fiscales, nos réalisations qui sont prévues au 31 décembre 2020. Ça vous convient, membre du Conseil? J'aurais besoin d'une proposition pour adopter ce document. Proposé par M. Turcotte. Merci. Ce qui nous amène au point 5.5, l'avis de motion règlement décrétant les prévisions budgétaires 2021, le taux de taxe et le programme triennal en immobilisation. C'est une technicalité qu'on se doit d'adopter à chaque année, donc pour vous aviser que dans une séance ultérieure, le Conseil va procéder à l'adoption de notre règlement décrétant les prévisions budgétaires. Donc, on va adopter notre budget. Le taux de taxe, ça va se faire lors de la même séance, puis le programme triennal d'immobilisation. Donc, le plan pour les 3 prochaines années, les dépenses qu'on prévoit faire en immobilisation. Et ça se fera, là, on va faire l'adoption du budget le 14 décembre prochain lors d'une séance qui va être dédiée à ça. Budget, plan triennal d'immobilisation, puis évidemment le taux de taxe qui va venir avec ça. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une personne membre du Conseil pour donner l'avis de motion. C'est donné par M. Jean-Simon Landry. En 6, dossier du greffe, il n'y en avait pas ce soir. 7, dossier de l'urbanisme, on a le procès-verbal en 7.1 de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, qui s'est tenu le 29 octobre 2020. Simplement un dépôt qui est fait aux membres du Conseil. 7.2, on a une demande de dérogation mineure au 24 rue des Bouleaux. C'est le lot 4 542 199, consultation et décision. En fait, c'est un point qui a été discuté en séance, en comité du consultatif d'urbanisme. Ce que le CCU nous demande, c'est de reporter la décision. Il manquait de l'information avant d'entériner tout ça. Ça se retrouve en séance publique ce soir parce que avant même de passer au comité consultatif, il y a toujours une publication qui est faite dans le hublot pour vous aviser, pour aviser nos citoyens qu'il y aura une décision de rendue ou il y a une demande de dérogation mineure qui sera analysée par le Conseil. Donc, ce soir, on peut procéder à la consultation de la population. S'il y a des gens qui sont venus spécifiquement pour ce point-là, c'est pour ça qu'on en parle, même si on reporte la décision, on est quand même là pour écouter vos questions ou vos préoccupations par rapport à cette dérogation mineure-là. Donc, si vous en avez, je vous invite à les faire dans les commentaires. Puis sinon, ben, ça pourra être fait aussi au cours des prochains jours, puis on va revenir, comme je vous mentionnais, avec cette demande-là. Je laisserai peut-être M. Audette, si vous voulez bien, expliquer là, en quoi concerne cette demande de dérogation mineure-là, au 24 rue des Bouleaux. Oui, M. Leblanc, c'est une demande de dérogation là, concernant une marge de recul arrière là, la propriété qui est de 2,83 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une marge de recul minimale de 6 mètres. Donc, voilà, comme vous l'avez expliqué, là, ça a été soumis au CCU qui désirait obtenir de l'information supplémentaire là, avant de rendre sa recommandation sur ce point-là. Donc, pour les gens qui assistent en direct à la séance, est-ce qu'il y en a qui ont des questions spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Je répète, là, il n'y aura pas de décision qui va être prise ce soir, mais quand même, on va prendre vos questions. Si jamais ça vient un petit peu plus tard, ben, on aura toujours du temps pour y répondre lors de notre prochaine séance où le point sera ramené. Donc, je ne vois pas de questions. On pourrait procéder quand même, on pourrait reporter ce point-là à l'ordre du jour. Ça vous convient. Il y a une question de M. Boudreau, je crois. Oh. M. Boudreau peut nous l'envoyer par écrit, peut-être. Je vois une main levée. Je pense pas qu'on puisse prendre les questions en direct. Il faut les envoyer par écrit, si je ne m'abuse. Je ne vois pas la question. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut poursuivre, là, étant donné qu'il n'y a pas de décision de toute façon qui est prise, ça n'a pas d'impact direct. On va quand même poursuivre dans l'ordre du jour. Si M. Boudreau, vous voulez nous poser votre question par écrit, dans la partie questions-réponses, on pourra, à la fin de séance, y revenir et répondre. Et sinon, ben, peut-être vous contacter pour demain ou en cours de semaine pour répondre à vos préoccupations ou vos questionnements par rapport à ce point-là. Monsieur le maire, la question a été posée, je pense. Je n'ai pas été informé de manque d'informations. C'est possiblement le propriétaire. En fait, c'est le propriétaire, c'est le comité consultatif d'urbanisme qui souhaitait avoir des précisions, mais je n'ai pas le détail sur les précisions qui sont demandées par les membres du CCU. Donc,
notre urbanisme va vous contacter sous peu pour peut-être pour aller chercher ces précisions-là, là, ces informations. Je ne sais pas si vous avez des détails, M. Audette, là-dessus. Ben, c'est ça, là, possiblement qu'il va être contacté, sauf que dans le fond, le CCU, comme instance, elle a demandé d'informations à notre urbaniste, à Samuel Landry, qui ira chercher soit auprès de vous, soit ça peut être de l'information qu'on a, nous, ici, à l'hôtel de ville. Puis donc, le point, cette information sera soumise lors d'une éventuelle réunion du comité consultatif d'urbanisme pour rendre sa recommandation. Là. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Puis ce soir, comme on disait, comme il y a eu un avis public au niveau de la consultation du public, le point est quand même traité là, en séance. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça va être rediscuté au CCU. Si le CCU rend sa recommandation, ça serait resoumis au conseil lors d'un éventuel conseil municipal en décembre ultérieurement. Donc, c'est toujours le CCU est toujours consultatif, donc émet des recommandations. Ultimement, c'est les membres du conseil présents ce soir qui prennent la décision. Donc, le CCU, avant de recommander, semblait, comme M. Audette l'expliquait, manquait d'informations. Donc, vont nous revenir avec une fois qu'on aura une proposition, une recommandation du CCU, on pourra se prononcer ce soir, mais on n'a même pas discuté du point en séance de travail pour le moment. Là. On souhaitait attendre d'avoir cette orientation du CCU. Donc, même si, là, je vois dans les commentaires, c'est indiqué, Samuel, notre urbaniste, m'avait dit que tout était conforme, même si votre dossier est conforme, là, il y avait peut-être des questions qui n'étaient pas prévues ou des questions hautes par les membres du comité consultatif. Puis, c'est le devoir de M. Landry que de répondre à ces préoccupations-là. Donc, moi, je vais attendre d'avoir la recommandation du CCU avant de me prononcer. Là. Je vois que vous indiquez la ville retarde la décision inutilement. Je n'ai pas le détail, là, comme je le mentionne, de cette demande-là. Donc, je peux pas. L'objectif, c'est pas de retarder une décision, là, au contraire, mais c'est moi, pour prendre une orientation au conseil, ben, ça nous prend l'avis du comité consultatif, ce qu'on n'a pas ce soir. Donc, on espère l'avoir le plus rapidement possible pour se prononcer. Je ne sais pas si pour les membres du conseil qui sont présents sur le CCU, s'il y avait des éléments que vous vouliez ajouter en lien avec cette demande-là, ou des points de précision. C'était vraiment en lien avec ce que M. Audette a mentionné tout à l'heure concernant la marge de recul arrière, qui ne respecte pas les normes en vigueur. Si je ne me trompe pas, il était question de vérifier s'il y avait obtention ou non d'un permis pour les travaux d'implantation de la résidence à un moment ou à un autre dans l'histoire de propriété. Donc, comme vous disiez, il y a des informations qui sont manquantes au dossier, puis Samuel est en charge de faire les vérifications nécessaires pour essayer d'aller chercher les réponses. Merci, M. Landry. Donc, on va poursuivre dans la séance avec l'ordre du jour, puis on va revenir prochainement là, avec une orientation et éventuellement une décision sur cette demande-là le plus rapidement possible, évidemment. Ça nous amène au point 7.3, qui est une autorisation de surfaçage du club Mont-Carleton pour les rues de la Montagne, du Trécarré et Comeau, donc pour avoir un accès au Mont-Saint-Joseph. C'est une demande qui avait été discutée, qui avait été traitée l'an dernier, si vous vous rappelez. Donc, le Mont-Saint-Joseph, pas le Mont-Saint-Joseph, c'est-à-dire, mais le club Mont-Carleton, le club de motoneige, souhaite surpasser la rue de la Montagne pour que les motoneigistes puissent se rendre sur le sommet, ce qui se faisait déjà, mais simplement pour rendre la pratique plus agréable. Et ça permet évidemment aussi aux gens qui y vont à pied ou en ski ou en raquette d'avoir une surface qui est damée, qui est plus agréable aussi pour faire l'ascension de la montagne. C'est toujours une montagne qui est partagée. Il y a eu un petit imbroglio l'an dernier, il y a eu de la confusion avec l'affichage, entre autres, à la ville et tout ça. On s'est rendu compte qu'en vertu de notre réglementation municipale, on ne permettait pas au VTT de se déplacer sur la rue de la Montagne. Donc, ça devenait contradictoire de permettre au club Mont-Carleton de surfacer pour donner l'accès à des motoneiges qui ne sont pas permis sur la Mont-Saint-Joseph. Donc, on a reculé l'an dernier. On s'est donné quelques mois, en fait, pour revoir notre réglementation. C'est ce que le Conseil a fait au printemps, à l'hiver et au printemps dernier pour autoriser les motoneiges sur ce secteur-là. Et puis, donc, maintenant, on va être fin prêt pour procéder à l'affichage puis permettre
damer ce secteur-là qui est de plus en plus fréquenté. Puis l'objectif derrière tout ça, c'est vraiment une cohabitation de tout le monde qui fréquente. On a des gens qui ont des chalets sur le sommet de la montagne qui doivent passer par ce chemin-là pour se rendre à leur chalet. Donc, ils vont en motoneige. Et puis, donc, on va arriver avec l'affichage aussi pour s'assurer que tout se fasse dans l'harmonie. Donc, la présente demande, c'est pour autoriser le club de motoneige à procéder au damage. Pour donc la partie de la rue de la Montagne, qui est à partir du fer à cheval, une section du Trait-Carré et de la rue Comeau. Donc, la dameuse va passer sur la rue Comeau après la voie ferrée, Trait-Carré, et va venir rejoindre la rue de la Montagne là, dans le secteur du fer à cheval, pour ceux qui connaissent bien la rue de la Montagne. Donc, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette autorisation. Proposée par M. Parent. Merci beaucoup. 8 dossiers de développement économique et du tourisme, il n'y en avait pas ce soir. 9 dossiers loisirs, culture et vie communautaire. À 9.1, un renouvellement de l'entente sur le développement culturel 2021-2023. Une entente que la Ville signe pour 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications et qui nous permet, de réaliser des projets culturels nous-mêmes qu'on a dans les cartons à la Ville et aussi d'aider nos organismes culturels qui peuvent déposer des projets pour réaliser des projets en lien avec le développement culturel sur le territoire. La dernière mouture de l'entente, les derniers 3 ans, on avait un montant de 120 000 dans cette entente-là. La Ville s'engage à soutenir, donc à investir la moitié de cette somme de 120 000-là, 60 000 et le ministère de la Culture et des Communications met aussi 60 000 par le passé, ça a été 90 000 l'entente d'avant. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est de maintenir l'entente de 120 000, donc au même montant que la dernière triennale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, il n'y a eu pas ou très peu d'investissements de reliés avec cette entente-là à cause de la situation qu'on connaît évidemment. Donc, tous les investissements qui étaient prévus en 2020 sont reportés en 2021. Avec la situation, le ministère a permis qu'on puisse chevaucher ces 2 ententes-là. Donc, l'année prochaine, déjà de projets à réaliser qui étaient déjà prévus, on en a pour 50 000. Avec cette nouvelle entente-là, on va ajouter un 10 000, donc 60 000 total en 2021. 2022, il y aurait 55 000 et 2023, un autre 55 000 de prévu dans l'entente. Donc, le 120 000 sur 3 ans, ça serait 10 000 en 2021, 55 000 en 2022, 55 000 en 2023. Et donc, la présente résolution, c'est pour renouveler le plan d'action. On s'engage, en fait, nous, à déposer au ministère de la Culture un plan d'action d'ici le 27 novembre prochain pour dire qu'est-ce qu'on prévoit faire dans les 3 prochaines années avec cette entente-là. On s'engage aussi à investir le montant qui nous incombe, investir 120 000, sachant qu'on va avoir une subvention, un revenu du ministère, donc 60 000 de la Ville et les 60 000 que le ministère va nous donner à l'investir sur le territoire. Et la résolution aussi m'autorise à signer le protocole d'entente avec le ministère, donc que le maire soit autorisé à signer le protocole. Ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette résolution. Proposée par M. Turcotte, qui nous représente sur le comité culturel. 9.2, appui au projet événement hivernal février festif 2021. Je tiens à mentionner que pour ce point-là, M. Jean-Simon Landry va se retirer de la prise de décision. C'est aussi retiré de toutes les discussions. Là, on a eu une séance de travail où on a abordé ce sujet-là, qu'on on a reparlé un petit peu en amont de la présente séance. Là. Puis, M. Landry n'a pas fait partie des discussions, évidemment, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Parce qu'il travaille pour l'organisation qui pilote ce beau projet événement hivernal-là. Je vais me permettre de faire une petite rétrospective là, avant de vous présenter rapidement le projet. Depuis plusieurs années, la Ville a soutenu l'émergence puis la réalisation du RAID international Gaspésie. C'est un projet qui nous était cher, qu'on a piloté via la SDMC à la Ville, qu'on a soutenu. L'objectif du RAID, la Ville le soutenait pour différentes raisons. Entre autres, ce qu'on souhaitait, c'est de faire rayonner Carleton-sur-Mer, d'avoir des images de la Ville qui soient diffusées un peu partout, tant au Québec qu'à l'international. Et puis pour faire bouger nos gens, donc pour avoir une activité qui était à l'extérieur aussi de la saison touristique. Là, on le sait, en période estivale, on est une destination qui est prisée, il y a un fort achalandage. Ce qu'on souhaite, c'est
étirer la saison touristique, offrir des activités pour notre population, puis pour aller chercher des visiteurs tout au long de l'année. Et ça a très bien fonctionné avec le RAID, pour les raisons qu'on connaît, là, essentiellement, c'est la fin d'une entente de financement importante avec le Développement économique Canada. On n'a pas pu poursuivre avec le RAID, mais depuis, avant même la dernière édition du RAID, quand on savait qu'on ne pourrait pas poursuivre un événement de la sorte, ben, la Ville, on a sollicité des OBNL, des partenaires du territoire, pour leur rappeler les objectifs qu'on avait avec le RAID, puis pour essayer de stimuler, pour éventuellement avoir d'autres activités de ce genre-là qui nous permettent de rayonner, de faire bouger notre population et puis d'étirer notre saison touristique ou d'avoir des activités à l'année. Et on a eu différentes réflexions, entre autres avec des organisateurs d'événements et avec l'organisme Bouge pour que ça bouge. Puis c'est un peu le fruit de ces réflexions-là qui ont amené Bouge pour que ça bouge à nous proposer ce projet d'événement hivernal-là qui se déroulerait sur un mois à compter de février, qui s'appelle Février festif, qui débuterait l'hiver prochain. Donc, on a une demande d'aide financière à la Ville pour les appuyer là-dedans pour l'an 1. Donc, c'est un appui qui est proposé ce soir qui est considérable, mais c'est un événement qui est très pertinent et qui cadre avec la vision qu'on a à la Ville, puis avec toutes les orientations de la planification stratégique où on veut faire bouger notre gens, on veut avoir une ville qui est dynamique, un milieu qui est actif à l'année. Donc, c'est une foule d'activités là qui sont intergénérationnelles, qui se passent à l'extérieur, un peu à l'intérieur aussi, puis ça se culmine avec un événement sportif d'envergure sur le Mont-Saint-Joseph. Donc, la demande qui est faite à la Ville, c'est d'accorder un montant de 22 000, en fait, un montant total de 30 603 pour la première édition de cet événement-là. De ce 30 603-là, il y a un 22 324 qui est un montant, une aide financière, un argent sonnant. Et il y a un 8 179 qui est sous forme de biens et services, donc une contribution soit par le prêt d'équipement ou encore par nos employés municipaux qui vont prêter main forte à l'organisation de cette activité-là. Il y a aussi un élément de la résolution qui mandate notre coordonnatrice de loisirs, sport et plein air, Mme Laurie Gallagher, à participer, à être membre sur le comité organisateur de l'événement. Ce qu'on souhaite aussi, parce qu'il y a une partie de la contribution financière qui va permettre à l'organisme Bouge pour que ça bouge d'aller chercher une banque de photos et de vidéos. Ce qu'on veut s'assurer avec la résolution aussi, on vient demander, en fait, exiger que les photos et les vidéos puissent être utilisées par la Ville plus tard. Donc, si on veut utiliser ces photos-là, ces vidéos-là pour faire la promotion de notre territoire, qu'on puisse le faire. Donc, si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette offre-là et le soutien à la première édition de ce nouvel événement hivernal-là qui risque d'en amuser plusieurs et puis j'ai l'impression de revenir dans les prochaines années. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. Je poursuis donc en 9.3. On a l'appui financier à la Corporation de gestion de mise en valeur du Mont-Saint-Joseph pour le développement du parc régional du Mont-Saint-Joseph et la gestion des sentiers du Golfe. Donc, le conseil s'était déjà engagé suite à différentes discussions avec la Corporation du Mont-Saint-Joseph, qui est maintenant le parc régional Mont-Saint-Joseph, à soutenir l'organisme. C'est un soutien de 50 000 sur une base annuelle qui est faite à l'organisme, au parc. Là-dessus, sur ce 50 000-là, en fait, il y a un 20 000 qui est vraiment un soutien à l'organisation, à la mission, pour leur permettre de développer des projets et de continuer à développer l'offre de sentiers pédestres, entre autres, et de sentiers de vélo de montagne. On a un 15 000 qui est relié directement à l'entente hivernale qu'on appelle avec le Mont-Saint-Joseph. Donc, avec ce 15 000-là, ils font la gestion de notre centre de plein air, les Orpans Verts. Ils tiennent le restaurant, le prêt d'équipement, et puis donc s'assurent d'animer aussi ce chalet-là, ce lieu-là. Et il y a une partie du 15 000 qui va pour l'entretien du réseau de sentiers de fat bike, de vélos à pneus surdimensionnés qui passe entre autres sur le golfe l'hiver. Et il y a un autre 15 000 qui est pour l'entente de sentiers pédestres. C'est une entente qui est d'environ 20 000 là, si j'arrondis, qui est répartie 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, 1 quart, c'est-à-dire avec la municipalité de Maria, parce qu'il y a une partie du réseau qui est sur le territoire de la municipalité de Maria.
Donc, c'est pour faire l'entretien de notre réseau de sentiers pédestres. Donc, 50 000 sur une base annuelle. De ce 50 000-là, il y a un 20 000 pour la mission du parc, 15 000 pour l'entente hivernale, harpent vert et fat bike au golf, et un dernier 15 000 pour vraiment l'entretien du réseau de sentiers pédestres. Donc, la présente résolution, c'est pour faire un versement d'un total de 24 883 corporations. De ce 23 800-là, il y a un 6 500 qui va plus dans la partie sentier, entretien des sentiers de fat bike sur le golf, et un 18 333 pour le soutien à la mission de l'organisme du parc régional. Donc, c'est ça la présente résolution, et que cet appui financier soit autorisé par la Ville pour les années 2020, 2021 et 2022, et qu'une entente de partenariat avec la corporation soit rédigée afin de préciser le rôle et le mandat de chacun. Donc, on va entériner ça, coucher ça sur une entente papier pour clarifier ces différents éléments-là. Ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. David Landry. Merci. En point 10, maintenant, on a les dossiers des travaux publics. 10.1, rapport annuel eau potable 2019, installation de compteurs d'eau. C'est un projet qui revient depuis, je vous dirais, depuis plusieurs années, qu'on anticipe, qu'on prévoit dans notre plan triennal d'immobilisation, l'ajout de compteurs d'eau sur le territoire. C'est un projet en toute franchise qu'on a toujours reporté. On a voulu attendre le plus tard possible. C'est des investissements importants pour implanter ces compteurs d'eau-là. Ce qu'on s'est donné comme orientation au conseil, c'est tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas obligé d'avoir ces compteurs d'eau-là, on va attendre parce que c'est quand même nouveau à l'échelle du Québec. On voulait voir un peu comment ça se passait dans les municipalités voisines. Puis je vous dirais que cette année, il y a plusieurs municipalités de la région qui vont emboîter le pas. Pourquoi on le fait maintenant, entre autres, c'est puisque le fait d'avoir des compteurs d'eau va nous permettre d'aller chercher, d'avoir accès à des programmes d'aide financière. Ce n'est pas des programmes d'aide financière qu'on avait besoin pour les projets qu'on avait, mais là, entre autres, je pense à la réflexion complète de la rue Jean-Landry. On sait qu'on va avoir besoin d'aide de programmes, notamment le FIMO. Puis pour avoir le financement du FIMO, ça nous prend des compteurs d'eau. Donc, ça fait partie de la stratégie du gouvernement du Québec de réduction de l'eau potable. Ils veulent mieux mesurer la consommation d'eau dans les différentes municipalités. Avec cette présente résolution-là, on s'engage à compléter au cours de la prochaine année les travaux. Essentiellement, c'est 123 compteurs qui nous sont demandés pour des immeubles non résidentiels, les commerces, entre autres. On est en négociation avec le ministère pour diminuer un peu ce nombre-là. Et il y a 60 résidences au hasard où on aura à déterminer comment on choisit ces résidences-là, mais on doit avoir 60 résidences où il y aura des compteurs d'eau d'installer. Donc, on s'engage à, de un, prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans notre budget. On va le voir à l'automne quand on va adopter le plan triennal d'immobilisation. On va prévoir des sommes nécessaires pour l'implantation de compteurs d'eau. Deux, avec la résolution aussi, on s'engage à transmettre un échéancier au ministère des Affaires municipales qui inclut un peu notre plan de match pour en arriver à l'installation des compteurs d'eau, donc les appels d'offres, les contrats, le calendrier d'installation. Et trois, on s'engage à compléter l'installation des compteurs d'eau. Donc, voilà pour ce point-là. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Landry, Jean-Simon Landry. Merci. 10.2, achat d'équipements mécaniques pour la pose et le balancement de pneus. C'est un projet qu'on a aussi dans les cartons depuis environ, je vous dirais, 2 ans là, à la Ville. Toujours dans l'objectif de réduire nos dépenses. Et puis, on a un mécanicien qui a attitré, on a un personnel des travaux publics qui est mécanicien, donc qui peut faire l'entretien, qui fait l'entretien de nos véhicules. L'an dernier, on a acheté un chariot élévateur, un lift en bon français, pour pouvoir faciliter son travail, pour qu'il puisse entretenir les plus petits véhicules, les camionnettes, etc. Et on avait aussi prévu d'acheter 2 machines en fait pour faire la pose et l'équilibrage des pneus. C'est ce qu'on fait avec la présente résolution. On a reçu une soumission de Dureil Landry au montant de 13 245 $ plus les taxes applicables pour une machine donc, qui va nous permettre de poser les pneus et une autre pour pouvoir les équilibrer. Donc, la présente résolution, c'est pour accepter la proposition de Dureil Landry que je vous mentionnais et
Deuxièmement, que cette dépense-là soit affectée au fonds d'administration. Donc, on la paierait à même nos activités de fonctionnement régulières. On la paierait directement en cours d'année, cette dépense-là. Donc, si ça vous convient, on prendra une proposition pour procéder à l'achat. Proposé par M. David Landry. Merci. 11, dossier de la sécurité publique. Il n'y en avait pas ce soir. En 12, on est à la prochaine séance du Conseil. La prochaine séance est prévue le 7 décembre 2020 prochain. Et ensuite, on en aura une spécifiquement sur le budget. 13 autres sujets. Il n'y avait pas d'autres sujets pour ce soir. Ce qui nous amène un tour de table ou un tour d'écran du Conseil. Je vais y aller à tour de rôle comme je vous vois à l'écran. Si vous avez des petits points pour nous adresser aux citoyens qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Donc, je commence par M. Alain Turcotte. Bonsoir, j'ai rien de spécial. Je suis souhaiter bonsoir à tous les citoyens. Merci beaucoup. Merci, M. Turcotte. Mme Leblanc. Bonsoir. C'est simplement pour aviser, si toutefois qu'on a des gens d'affaires qui nous écoutent présentement, mon collègue et moi, on est en train avec M. Alain Bernier, le directeur développement économique, comme de quoi qu'on est en train de planifier une future rencontre. On souhaite vous rencontrer, on souhaite vraiment discuter avec vous. Bien sûr, présenter le bilan de cette année. Et ça devrait se faire sous peu, d'ici fin novembre. C'est à peu près ça qu'on prévoit. Merci à vous. Merci, Mme Leblanc. M. Jean-Simon Landry. Merci, M. le maire. Rien qui est particulièrement en rapport avec les affaires de la ville, mais j'aurais quand même deux messages pour les citoyens, mes concitoyens. Celui de faire attention à eux, première des choses, dans la période un peu particulière qu'on est, puis en plus avec le changement d'heure, c'est possible que ça ait des impacts sur votre énergie. Ça fait que soyez à l'écoute de vous et respectez-vous là-dedans. Puis deuxième des choses, comme ancien accidenté de la route, là, je le serai à vie, là, mais je vous invite à porter une attention particulière à votre conduite et à votre environnement avec le changement de température, la route qui peut être glissante. C'est peut-être la première tempête, là, je ne vois pas. J'entends le vent. Mais... Donc, voilà. Faites attention à vous et à vos concitoyens. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci, M. Landry. M. Parent? Rien pour moi, M. le maire. Je voudrais juste souhaiter une belle soirée à tout le monde. Merci. M. Landry? Rien de spécial pour moi non plus, mais dire un grand merci à Jean-Simon pour me dire qu'il vantait à Carleton. C'est la première fois que j'entendais parler de vent à Carleton-sur-Mer. Merci, Jean-Simon. De mon côté, peut-être vous mentionner rapidement qu'on est toujours en zone rouge. On a des pourparlers réguliers. J'ai des pourparlers avec la santé publique et avec les différentes autorités à ce sujet-là. Cet après-midi, l'information qu'on a eue, c'est qu'on devrait, vous me direz, ça fait 2 semaines là, que je me fais dire qu'on devrait, mais ça me semble imminent cette fois-ci. Là, ça me semble encore plus sérieux qu'au cours des derniers jours. Donc, demain, l'annonce devrait être faite que les 3 municipalités de Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle devraient passer au orange, ce qui va être un signal très important. C'était nécessaire d'être en zone rouge parce qu'on avait une éclosion importante, une propagation communautaire de la COVID sur le territoire. Donc, il y a eu une augmentation importante du nombre de cas. Maintenant, en date d'hier, on était à 20 cas actifs sur le territoire de la MRC d'Avignon. Donc, il n'y a plus au niveau épidémiologique, selon notre directeur régional de santé publique, il n'y a plus raison d'avoir le confinement et les mesures qui s'appliquent aux zones rouges. Donc, demain, ça devrait être annoncé. Ça va faire du grand bien à nos commerçants, entre autres, à nos personnes plus vulnérables, aux personnes isolées qui ont très peu de contacts sociaux depuis quelques semaines. Avec le changement d'heure, la diminution de la luminosité, ça va être très important de revenir à un rythme de vie un peu plus normal. Donc, ce que je vous invite tous à faire, c'est dès que les restrictions vont être levées, nous, de notre côté à la ville, on va rouvrir des infrastructures qui étaient fermées pour zone rouge, que sont l'aréna et la salle Charles-Dugas. Les autres infrastructures qu'on avait fermées, c'est le camping et le golf. On comprend que maintenant, avec ce temps-ci de l'année, on ne réouvrira pas le camping et le golf. Là. Il est maintenant fermé jusqu'au printemps prochain. Mais le plus rapidement possible, on va souhaiter permettre aux jeunes de pratiquer le hockey mineur,
Patinage artistique, la même chose, et la reprise des activités culturelles. Moi, j'inviterais tout le monde aussi à porter une attention particulière ou avoir cette sensibilité-là pour soutenir nos commerces locaux. Étant dans une bulle rouge, ben, on a limité la clientèle, les gens de l'extérieur des 3 municipalités qui étaient en rouge, ben, étaient invités à limiter leurs déplacements et leur fréquentation de nos commerces à Carleton-sur-Mer. Donc, on va avoir grandement besoin de les aider. Je vous invite à soutenir nos commerçants en priorisant l'achat local notamment. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter comme point ce soir. On serait maintenant à la période de commentaires et de questions. Si je vais dans la section, j'ai M. Dominique Cyr qui nous demande si tracer des pistes de ski de fond le long du Barachois a déjà été envisagé. Oui, ça a déjà été envisagé. Il y a quelques années déjà, là, sous l'ancien conseil, lorsque je t'ai conseillé, c'est une question qui était revenue. À l'époque, le conseil ne souhaitait pas damer ces pistes-là parce que le message que vous envoyez, c'est d'inciter les gens qui veulent faire la pratique du ski de fond à aller à notre centre de plein air, les Arpents Verts, puisqu'on offre déjà des sentiers tracés là. Mais ça n'a pas été rediscuté. On a évidemment une piste qui est damée pour le vélo, le fat bike pour les gens à pied à raquette, mais on n'a pas adressé, en tout cas à ma connaissance, cet enjeu-là, cette question spécifique-là n'a pas été posée ou n'a pas été discutée avec le présent conseil. Ça pourra c'est une question que je pourrais ramener à mes collègues sur lesquels on pourra discuter tous ensemble puis vous revenir avec une orientation. J'ai M. Boudreau, donc en lien avec la demande de dérogation mineure qu'on a reporté, le point qu'on a reporté là, qui mentionne que la Ville a autorisé l'an dernier une demande de dérogation qui était similaire, marge de recul arrière de la part du propriétaire voisin, M. Boudreau, Gérald. Dans les mêmes circonstances, pas de demande de permis lors de l'implantation. C'était une roulotte à l'époque de la mise sur place. Le report de la demande du CCU m'apparaît non fondé et me cause préjudice. Je vous avouerai que je n'ai pas poussé ma réflexion sur cette demande-là puisque c'est un point qui était reporté en attente de la recommandation du CCU. Ce que je peux dire en lien avec la demande de votre voisin de l'an dernier, c'est aussi une demande qui avait été reportée au CCU, un point qui avait été reporté en séance publique pour bien analyser ça. Donc, je comprends que ça peut être c'est moins agréable d'avoir le report, mais on va essayer de traiter le plus rapidement possible pour revenir en prochaine séance en décembre avec une orientation, une réponse. J'ai aussi une question de Mme Degary. À quelques reprises, vous, municipalité et régie de transport, avez mentionné prévoir l'ajout de moyens de transport électriques, plus d'autos et de vélos électriques. Où en êtes-vous rendu et que prévoyez-vous à l'avenir? À l'heure actuelle, la Ville a 2 véhicules électriques dont on a fait l'acquisition. Je vous dirais que notre orientation, c'est de toujours prioriser les véhicules électriques lorsqu'on change un véhicule ou encore un équipement. Je pense à nos tondeuses, à tous nos équipements pour faire l'entretien paysager, entre autres. Quand on renouvelle l'équipement, on favorise l'équipement électrique. On va discuter dans les prochaines semaines là, des investissements à faire à notre parc immobilier, des investissements en immobilisation. Puis là-dedans, ben, on risque de revenir avec un projet d'achat de camionnettes électriques aussi. Donc, tranquillement, pas vite, les modèles évoluent. Il y a des camionnettes il y a possibilité de convertir des camionnettes. Donc, tranquillement, ben, le plus rapidement possible, je devrais dire, on veut convertir tout notre parc à l'électricité le plus possible. La Régime a maintenant un véhicule électrique, là, ça faisait partie de votre question. La Régie de transport qui a des bureaux à Carleton-sur-Mer ont un véhicule 100% électrique qui va être disponible aussi en libre partage pour la population. Et on travaille avec la Régime sur un projet en fait, nous, à la Ville, on avait déjà 2 voitures électriques qu'on a achetées dans le cadre du projet Sauver. La Régime a comme mis en commun plusieurs municipalités du territoire pour acheter des véhicules électriques en mode Sauvé. Puisque nous, on en avait déjà, ce qu'on souhaite faire, c'est davantage travailler au niveau des vélos électriques. On a créé, à côté d'un stationnement à l'est de l'Hôtel de Ville, un petit carrefour de recharge, une station-service pour les véhicules électriques. On a un abribus là. Et ce qu'on souhaite, c'est avoir des vélos électriques qui pourraient être en libre service sur le territoire, donc de continuer à bonifier notre offre. Donc, c'est une première étape qu'on a fait ou des différentes étapes. On continue d'avancer dans ce sens-là à la Ville pour
demeurer des leaders puis pour avoir une offre qui est encore plus intéressante au cours des prochaines années. Chez M. Boudreau, j'invite le conseil municipal à prendre une décision rapidement. Assemblée spéciale, c'est bien reçu comme demande, M. Boudreau. On pourra en discuter avec les membres du conseil. Les vélos pour le public, effectivement, ce serait des vélos, c'est toujours à l'étape de concept, d'idée, mais ce qu'on souhaite, c'est d'offrir des vélos qui pourraient en avoir électriques et des vélos réguliers, donc pour que les gens puissent arriver en autobus, notamment de la Régime, puis prendre le vélo un peu avec à l'image du concept Bixi. L'idée, c'est de favoriser le déplacement actif, de réduire le nombre d'autos qui sont en circulation sur la route, puis d'avoir une expérience qui est le fun pour nos citoyens et nos visiteurs. On pense qu'on est rendu là à la ville, on a assez un achalandage important l'été. Si on peut réduire ça puis avoir des gens utiliser davantage leur vélo personnel ou encore des vélos qui seraient offerts, ben on travaille en ce sens-là. Donc, voilà pour les questions. Je ne sais pas dans le chat s'il y avait dans la partie questions-réponses. J'ai M. Franqueur qui nous demande rue de la Boulangerie, plan prévu, accès à la rue. Présentement, je n'ai aucun accès à ma rue. Fait référence à l'extrémité de la rue de la Boulangerie. On était en négociation là, pour acquérir du terrain ou pour prolonger de la rue de la Boulangerie en direction ouest. À ma connaissance, ce n'est pas un dossier qui est réglé encore. Là. Je pourrais en discuter avec notre urbaniste. J'ai eu des échanges avec lui là, cette semaine. Là. Il me disait que c'était dans l'air, mais on va regarder tout ça. Là. Document, vous mentionnez, M. Franqueur, document remis par la Ville et le notaire et développement de la rue et réalisation de la rue, tel que communiqué par la Ville pour quand? J'ai pas de réponse précise là-dessus, mais ce que je peux faire, M. Franqueur, c'est qu'on va regarder avec notre directeur général et notre urbaniste. Et puis, on pourra vous revenir là, soit directement ou ou à la prochaine séance publique du conseil avec un suivi là-dessus là, pour voir l'état d'avancement. Puis si on a des décisions à prendre, on s'assurera de les prendre le plus rapidement possible. Je vois que vous avez une préoccupation pour, entre autres, le déneigement l'hiver prochain. Donc, on regarde tout ça. Je n'ai pas la réponse ce soir, mais je vais vous revenir là, rapidement avec un suivi là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les membres du public? J'en vois pas d'autres. On a quand même 20 personnes présentes ce soir. Je suis content de voir cet intérêt-là. On développe des nouveaux outils. Puis, je pense que j'ai hâte de vous voir en personne. Mais minimalement, ça me permet d'avoir ce contact-là, cet échange-là avec vous. Donc, c'est très apprécié. Je pense que ça complète. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle et bonne fin de soirée. Et on se revoit assurément le 7 décembre prochain pour notre prochaine séance publique. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Oh, j'aurais besoin d'une proposition avant de terminer pour lever la séance. Proposée par M. Jean-Simon André. Merci beaucoup. Bye bye.